c'est-à-dire que le texte de la Haggadah que nous avons en face des yeux n'est pas le texte exhaustif, mais c'est juste une indication, un squelette, si vous voulez, autour duquel on peut construire ce qu'on veut. On peut rajouter des choses, des passages qu'on a soi-même réfléchi, auxquels on a soi-même réfléchi, ou alors des commentaires qu'on aurait glanés à droite et à gauche. Et jusqu'à quand? Eh bien, il n'y a pas de limite. Kol hamarbeh lesaper, arezeh meshubar, plus je t'en dis, et mieux ça vaut. Voilà donc ce qu'on nous apprend dans ce petit passage, trois halachot. Mais évidemment, les halachot en question, il faut bien qu'il y ait un makor, il faut bien que ça soit écrit quelque part. Et on vient de le dire, dans la Torah, il n'y a pas écrit, il y a écrit qu'il faut enseigner à notre enfant. Alors d'où est-ce qu'on sait tout ça? Eh bien, on ne sait pas. La seule chose qui prouve que c'est en effet le cas, c'est le maasé qu'on vient nous apporter maintenant. Donc, si vous voulez, la raison d'être de ce maasé, ce n'est pas uniquement une illustration de ce qui vient d'être dit, mais ça sert également au niveau halachique. S'il y a tellement de Tanaïm, s'il y a tellement de Talmidei Chachamim, de Gdoléador en fait, des vrais, hein, c'est vrai que Gdoléador, la liste est impressionnante. Donc, si tous ces gens-là étaient entre eux et ont raconté entre eux, les uns aux autres, la sortie d'Égypte, et ça a duré toute la nuit, c'est bien donc la preuve que c'est comme ça qu'il faut faire, et ça serait ce qui servirait, si vous voulez, ce qui servirait de source, comme il n'y a pas de source réelle dans le texte, il n'y a pas de verset de ce qui vient d'être annoncé, eh bien le maasé peut servir en effet, c'est un principe de halakha connu, que si tu vois des Talmidei Chachamim, des Gdoléador se conduire d'une certaine manière, tu peux, même s'il n'y a pas de verset, tu peux penser que c'est en effet comme ça que la halakha est. Alors, ce maasé, voilà ce qu'il nous raconte, on va le lire ensemble, vous le connaissez par cœur, bien sûr, et voilà ce que dit cette histoire. Maasé, donc, Berabi Eliezer, Verabi Yoshua, Verabi Elazar ben Azaria, Verabi Akiva, Verabi Tarfon. Ils sont donc cinq personnalités très connues qui vivaient évidemment en même temps, quoique il s'agit ici de trois générations différentes. Hein. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ce sont les maîtres de la génération précédente, ils sont encore en vie. D'après mes calculs, ils doivent avoir pas loin de 80 ans. Je vais vous expliquer pourquoi, mais enfin voilà, donc ils sont vraiment, c'est les représentants des générations passées, quoi. Et puis vous avez également Rabbi Elazar ben Azaria. Alors celui-là, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est pas seulement la génération suivante, c'est même celle d'après. C'est le plus jeune des cinq là. C'est le plus jeune des cinq. Et puis vous avez Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui sont en fait des élèves de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et Rabbi Akiva est même un élève de son ami Rabbi Tarfon, puisqu'au début, vous savez, quand il a commencé à faire Teshuvah et à aller étudier, Rabbi Akiva, sur le tard, eh bien, l'un de ses premiers maîtres, c'était Rabbi Tarfon, qui est devenu une Chevouta, etc. Donc, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, si vous voulez, ce sont les maîtres actuels de la génération de laquelle il s'agit. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ce sont ceux de la génération précédente. Et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le jeune de la génération suivante. Très bien. Alors, ils étaient tous réunis ensemble à Bnei Brak. Et là, déjà, tu te dis, mais enfin, depuis quand le soir du Seder, les plus grands de la génération se réunissent ensemble pour faire un Seder? C'est du gâchis. C'est du gâchis. On ne fait pas ça. On fait pas ça. D'abord, Pessah, c'est un truc familial, donc on s'attend à ce que Rabbi Akiva il soit avec sa femme et ses enfants et les autres, même chose, et chacun chez lui à la maison. À la rigueur, comme ça se passe couramment aujourd'hui également, on peut imaginer que les rabbanim fassent des sdarim avec leurs élèves, et qu'on passe Pessah à la yeshiva, et que les femmes des rabbanim sont présents également, et c'est surtout pour les élèves à ce moment-là. Ça, oui, ça peut se faire également. Mais enfin, que 5 rabbanim parmi les plus grands d'Israël se réunissent ensemble pour faire un seder collectif, les 5 ensemble. On se demande où sont passées les familles, etc. Est-ce que les familles étaient là? Apparemment pas. Ou alors, vous vous rendez compte de la table? Je ne sais pas. Et donc, ça semble très curieux quand même. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude, ni maintenant, ni à l'époque. Donc, c'est très bizarre. En tout cas, ils étaient réunis à Bnei Brak, et puis Hayom Esaprim, B'Tziat Mitzrayim, Koloto Alayla, et en effet, ils ont raconté la sortie d'Égypte, alors toute la nuit, vraiment toute la nuit, Ad Shebaou Talmidehem Va'amru Lahem, jusqu'à ce que leurs élèves sont arrivés et leur ont dit, mais enfin, maître, Raboteinu, Igia Zman Kirat Shema Shel Shacharit, il fait déjà
jour, c'est le temps de faire Kirat Shema du matin. Voilà, il faut arrêter à un moment, il faut arrêter le Seder. Et donc, ils sont arrêtés à ce moment-là. Alors, au niveau du Pshat Pashut, au niveau de ce que l'histoire vient nous raconter, elle vient en effet nous raconter que ce qu'on a dit précédemment, eh bien, tu vois bien que c'est vrai. Tu vois bien que c'est vrai, puisque c'est des gens qui certainement sont Chachamim, Nevonim, Veyodim et Torah, c'est vraiment les sages de la génération, et pourtant, ils se racontent quand même la sortie d'Égypte entre eux. Et puis, tu vois bien que Kolam Arbel et Saper à Rezem et Shubar, puisque ça dure jusqu'au petit matin. Donc voilà à peu près ce que l'histoire nous dit. Mais une fois que l'histoire nous a raconté ça, surtout qu'après, vous savez, on passe à autre chose dans le texte de la Haggadah, la question est de savoir, mais comment se fait-il donc que ce Seder se soit déroulé de cette manière-là? Et si vous voulez bien, il y a des questions qui sont encore un peu plus gênantes, à part ce mystérieux Seder qui réunirait tous les rabbinim de la génération ensemble. Mais à part ça, il y a une autre problématique, c'est que figurez-vous que parmi les 5 sages, il y en a un, Rabbi Eliezer, donc un des plus âgés, donc, qui lui n'a pas l'habitude de sortir de chez lui pour les Chagim, comme le montre la petite histoire que vous avez. Alors, je ne sais pas si, parce que la vérité, c'est un petit peu petit peut-être. Il y a une possibilité d'agrandir, tu crois, Léna? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, on va essayer d'agrandir, mais sinon, regardez au numéro 3. Non, au numéro 2, on va regarder le numéro 2. Tanoura Banan. OK? Bon, donc, vous suivez avec moi. Tanoura Banan, Maaseh Berabi El-Haï. Un jour, il y a Rabbi El-Haï, qui est un élève de Rabbi Eliezer. Shalach Lagbil, Pene Rabbi Eliezer, Rabo Belod, Baregel. C'est-à-dire qu'il voulait lui faire une surprise, Rabbi El-Haï, à son maître, Rabbi Eliezer, et il est allé lui rendre visite pendant Yom Tov. Ce n'est pas précisé quel Yom Tov c'était Pesach ou Sukkot, je ne sais pas, ou Shavuot. Mais en tout cas, il est allé le voir pendant Yom Tov, et il pensait réellement que son maître l'aurait accueilli à bras ouverts en lui disant Kol HaKavod, franchement, c'est sympa de ta part d'avoir fait tout ce voyage pour venir me voir pendant la fête, Kol HaKavod. Et puis pas du tout, c'est une douche froide, il l'accueille avec beaucoup de froideur. Regardez ce qu'il lui dit. À Marlo, il lui a dit El-Haï, Encha mishovte haregel. Ça, c'est incroyable. Encha mishovte haregel. Il lui a dit, mais si tu crois que tu as fait quelque chose de bien en venant me voir, il habitait donc à Lod, c'est là où il y a l'aéroport de Beth fermé à ce moment-là, je ne sais pas. Donc il est allé le voir là-bas et il lui dit, Rabbi Eliezer lui dit, mais enfin, si tu crois que c'était une bonne chose, pas du tout. Normalement, les fêtes, c'est fait pour rester chez soi, à la maison. À la maison. Et donc, si tu l'as fait, puisque tu l'as fait, ben moi, je considère que tu n'as pas vraiment appliqué la mitzvah de faire la fête. Et tu ne fais pas partie de ceux qui, le jour de la fête, s'arrêtent, ne font pas des choses, ne font pas des travaux inutiles. Et là, le fait d'être venu chez moi, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et en effet, regardez la suite, Shaya Rabbi Eliezer Omer, il avait l'habitude, Rabbi Eliezer, de dire à ses élèves, donc c'est quand même curieux que Rabbi Eliezer il avait dû rater le shiur, mais Rabbi Eliezer avait l'habitude de dire, mais Shabeach ani et ha'atzlanim, she'en yotzim mibatem beregel, kol hakavod pour les gens qui ne sortent pas de chez eux pour le régel. Bon, il dit le mot atzlanim. Aujourd'hui, en hébreu, atzlanim, ça veut dire les paresseux. Je suppose qu'il ne voulait pas dire les paresseux, il veut dire ceux qui ne font pas l'effort de sortir de chez eux, ceux qui décident de jouir réellement du repos de la fête et qui donc passent la fête à la maison. Non seulement ça, mais en plus, il y a même un verset qui va dans son sens, puisque, nous dit-il, dirtiv, besamarta ata ou veitecha, que à propos de la fête, c'est écrit ça, besamarta ata ou veitecha, c'est-à-dire que, en fait, la simcha, la vraie simcha de la fête, c'est d'être avec baït, c'est-à-dire avec la maison, avec la famille, avec ta femme. Et donc, qu'est-ce que tu fais là, Rabbi Elai? Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, ce que Rabbi Elai en a déduit, c'est son problème. Mais ce que nous, on peut en déduire en tout cas, c'est que Rabbi Eliezer est quelqu'un qui ne sort pas de chez lui les soirs de fête. Or, on vient de le voir dans cette petite histoire, il habitait à Lod, il n'habitait pas à Bnei Brak. Donc, qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer à Bnei Brak alors qu'il n'est pas chez lui et que c'est un soir de fête, c'est le soir de Pessah? Et donc, les choses se compliquent un petit peu. Donc, ce n'est pas seulement cette réunion des cinq Rachamim qui est en elle-même curieuse, qui nous interpelle un petit peu, mais c'est aussi le fait que l'un des participants, en tout cas, on ne sait pas très bien si les autres sont d'accord avec lui là-dessus, mais en tout cas, l'un des participants, et pas le moindre, hein, c'est le Zaken, c'est le sage de la génération précédente, c'est le maître
des convives qui sont installés là-bas, ben lui, justement, il n'avait pas l'habitude de sortir de chez lui. Il pensait qu'il ne fallait pas sortir de chez soi. Et vous allez me dire, mais alors, il est où exactement à Bnei Brak? Comme vous le savez, Bnei Brak, c'est l'endroit, c'est la résidence de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il habitait Bnei Brak. C'est pour ça d'ailleurs que la rue principale de Bnei Brak d'aujourd'hui, elle s'appelle Rehov Rabbi Akiva. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Tzomet, le carrefour qui est à côté, là-bas, pas loin, il s'appelle Messoubin. Messoubin, ça veut dire s'asseoir pour faire le seder. C'est en souvenir de cette fameuse histoire que tout le monde connaît et qui s'est passée là-bas, donc à Bnei Brak. Et voilà, si vous voulez savoir exactement qui habite où, parmi les Chachamim en question, regardez le Makom Mispar Shnaim, c'est-à-dire la source numéro 2, celle qui se trouve dans Sanhedrin, Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, Tzedek, Tirdos, c'est la Torah qui parle et qui dit qu'il faut absolument rechercher le tzedek, la justice, fais en sorte que tu dois rechercher la justice, Alach achar chachamim le'yeshiva, essaye de suivre les talmidei chachamim là où ils habitent, dans leur yeshivot, c'est-à-dire on te conseille d'habiter un endroit où il y a des talmidei chachamim. Alors c'est intéressant parce qu'on va donc apprendre qui habite où. Achar Rabbi Eliezer les Lod, t'as qu'à aller chez Rabbi Eliezer par exemple qui habite à Lod, donc c'est une confirmation qu'il habitait bien là-bas, très bien. Rabbi Yochanan Zakkai Brochaïl, alors Rabbi Yochanan Zakkai c'est encore plus ancien, il est pas à Bnei Brak ici parce qu'il est déjà décédé. Rabbi Yochanan Zakkai c'est le maître en fait de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua. Donc lui il habitait Brochaïl. Brochaïl c'est où? C'est Brochaïl, c'est près de chez nous, c'est un kibbutz dans le Negev. Et oui, il était kibbutznik apparemment. Non, il n'était pas kibbutznik, mais enfin voilà, il habitait à Brochaïl. Achar Rabbi Yoshua les Pki'in, ou alors tu peux également aller dans le nord à Pki'in, là tu trouveras Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, un de ceux qui se trouve ici dans notre fameuse histoire. Donc lui, il a fait le chemin de Pékin. Alors Pékin, c'est déjà au nord, hein, donc il est descendu depuis là-bas jusqu'à Bnei Brak. Okay, et Achar Rabban Gamliel et Yavne, tu peux également aller habiter à Yavne, parce qu'à Yavne, il y a Rabban Gamliel. Tiens donc, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas là, lui? Rabban Gamliel, c'est quand même le Nassi du Sanhedrin, vous savez, il habite Yavne, c'est pour rien. C'est parce qu'à Yavne, il y a le Sanhedrin, depuis que le temple est détruit. C'est le cœur du judaïsme, le cœur des Talmidei Chachamim, c'est justement à Yavne. Et Rabban Gamliel, qui était le Nassi du Sanhedrin, il réside à Yavne. C'est quand même bizarre que Rabban Gamliel ne soit pas présent alors que tous les autres sont là. Achar Rabbi Akiva li Bnei Brak, tu peux également aller à Bnei Brak chez Rabbi Akiva, confirmation donc que c'est bien là-bas que Rabbi Akiva habitait. Ou Achar Rabbi Matia les Romi, Amar Rabbi Chanel ben Benel les Sichli, donc après il y a les autres qui habitent à Tzipori ou ailleurs, etc. Très bien. De là, tu apprends donc que nos Talmidei Chachamim habitaient chacun dans un autre endroit et que Dafka, pendant le soir du Seder, on se serait attendu à ce que chacun fasse un énorme seder communautaire avec ses élèves, chacun dans l'endroit dans lequel il se trouve, et non pas qu'ils se réunissent les 5 chez Rabbi Akiva, à Bnei Brak. Et c'est ce qui fait que ce texte est mystérieux et problématique. Il y a un problème ici, il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui nous interpelle. Alors, il y a évidemment pas mal d'explications qui ont été données là-dessus, certaines connues, certaines moins connues. J'ai aucune idée qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous ne connaissez pas, donc bon, j'en ai choisi 2 explications. L'une qui se trouve dans plusieurs commentateurs, mais je crois que récemment, c'est le Rav Zaks qui le raconte de la manière la plus complète possible, et donc je vais aller d'après ce que le Rav Zaks dit, je rajouterai 2-3 trucs. Et puis une deuxième explication qui n'a rien à voir et que je vous donnerai ensuite à la fin du cours. Donc la première explication, c'est celle de Rav Zaks. Rav Zaks dit qu'est-ce qui se passe dans ce fameux Seder? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi les Chachamim se trouvent ici? Et alors, l'indice qui va lui donner la clé pour comprendre le drame qui est en train de se jouer cette année-là à Pessah, c'est l'ordre des Chachamim. Les Chachamim sont cités suivant un certain ordre. Et vous savez, à Pessah, plus que les autres jours de l'année, les Juifs aiment bien faire les choses dans l'ordre. C'est le Seder de Pessah, le fameux Seder de Pessah, avec la fameuse blague qu'on raconte à chaque fois. La seule nuit dans l'année où il y a un Seder, où il y a de l'ordre, tout le monde demande Manishtana, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Puisque, comme vous le savez, et les élections qui viennent de se passer chez nous le confirment,
L'ordre, ce n'est pas vraiment la chose dans laquelle nous excellons. On a beaucoup d'autres qualités. Enfin, apparemment, au niveau de l'ordre, ce n'est pas vraiment notre fort. Mais par contre, le soir du Seder, il y a de l'ordre, il y a du Seder. Eh bien, s'il y a du Seder, regardons comment est-ce que les Chachamim sont cités. Alors, a priori, commencer par Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ça peut se comprendre, puisque je viens de vous dire, ce sont les maîtres des autres qui sont là, qui sont présents. Encore que moi, j'aurais commencé quand même par Rabbi Akiva, ne serait-ce que parce qu'il est ce qu'on appelle le Marad et Atra, c'est-à-dire le maître des lieux, et que même s'il y a d'autres maîtres qui sont plus âgés ou qui sont ses propres maîtres, normalement, on devrait commencer quand on fait la liste. Vous savez, quand quelqu'un fait un discours, par exemple, il commence le discours en disant Birshut, etc. Et bien, en général, c'est comme ça que c'est Mekoubal, on dit Birshut, Marad et Atra, on commence par remercier l'hôte de nous avoir permis de venir et de parler. Donc, normalement, on aurait peut-être dû commencer par Rabbi Akiva, mais enfin, comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont les maîtres de Rabbi Akiva, finalement, ça peut se comprendre. OK. Alors ensuite, on a Rabbi Elazar ben Azaria, et là, franchement, ça ne va plus du tout, parce que Rabbi Elazar ben Azaria, il ne devrait pas être avant Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Non, lui, il vient bien après. Et fort de cette constatation, le Rav Zak déduit la chose suivante. Il dit, l'ordre dans lequel les gens ils étaient assis, ou plutôt allongés, puisqu'on parle de Pessah, et qu'à Pessah, on était messèves, on s'allongeait, comme les Romains, comme les hommes libres, comme dans Astérix. Comment est-ce qu'ils mangent dans Astérix? Ils ne mangent pas sur des chaises qui n'existent pas. Ils ne mangent pas non plus par terre en général. Ils sont allongés sur des sortes de petits lits avec une petite table qu'on leur sert comme ça. Bon, évidemment, les esclaves sont au-dessus et c'est eux qui font le service, mais les hommes libres sont allongés et ils dégustent de la petite table qu'on leur amène. L'accord est à shulchan, ça veut dire carrément enlever la table. C'est-à-dire qu'on ne débarrassait pas, comme aujourd'hui, la table n'était pas fixe, c'était une petite table qu'on amenait, qu'on ramenait quand on avait fini de manger. Vous voyez, bon. Et donc, ils sont là, Messoubin, et figurez-vous qu'il y a un ordre à respecter dans la Hassava. Où est-ce qu'on met le lit de l'un, où est-ce qu'on met le lit de l'autre? Ce n'est pas n'importe comment. D'où est-ce qu'on le sait? Figurez-vous qu'il y a une Gemara dans Berachot, et ça c'est le passage numéro 3, où il est un petit peu long, on ne va pas faire entièrement, mais regardez ce que dit notre Gemara dans Berachot, à la page 28. Tano Rabanan, Maaseh betamid echad sheba lifnei Rabbi Yoshua. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Erreur de ma part. Là, on va passer, on va demander à Léna de nous mettre l'autre page. L'autre page, c'est celle. Voilà, exactement. Voilà. Et regardez le numéro 6. Vous allez me dire, si tu veux qu'on regarde le numéro 6, la source 6, pourquoi est-ce que tu l'as mis en 6e position et pas en 4e position? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Parce que le Seder, c'est juste le soir de Pessah, ce n'est pas pour la veille. Okay, alors, numéro 6, regardez. Brachot. Amar le Resh Galuta le Rav Sheshet. Donc, c'est un truc qui se passe bien plus tard, puisque là, il s'agit d'Amoraïm. Et c'est le Resh Galuta, c'est-à-dire, comment on appelle ça en français, l'exilacre, je crois, c'est-à-dire le responsable des Juifs de l'époque, le Rosh HaGalut, les Juifs de Babel. Et il a dit à Rav Sheshet la chose suivante. Il lui a dit, Afagab de Rabbanan Kshishatun, bien que vous, toi et tes copains, vous êtes des chachamim respectables, très respectables, cliché ici, c'est dans le sens de les rabbanim qui connaissent bien leur métier, eh bien, je dois te dire quelque chose qui m'a toujours interpellé. Par sa'i, que les Perses, eh ben, c'est les goïms qui sont autour de nous. Eh ben, ceux-là, sur ce qui est de la politesse à table, eh ben, ils en connaissent bien plus que vous. Ah bon? Ben oui. Bisman Shem Shtemitot, parce qu'ils savent, eux, ce que nos ancêtres savaient et que vous ne savez plus, mais ils savent, eux, que lorsqu'il y a 2 lits, c'est-à-dire que lorsque dans la chambre, dans la salle à manger, on place 2 lits, eh bien, il y a un ordre. Gadol Mesev Barosh, il y a d'abord le plus grand des deux, et on met à sa tête, on met le deuxième. C'est comme ça que ça marche. Ou Bisman Shem Shalosh, ici, il y a 3 invités. Alors, Gadol Mesev Baemtsa, le plus important se met au centre. Les Sheni les Mala Emeno, le deuxième, c'est sur sa droite en haut. Ve Shlishi les Mata Emeno. Et celui qui est un petit peu moins important, il a sa place à gauche, en bas. Donc, vous voyez,
c'est pas n'importe comment qu'on peut s'installer, qu'on s'assoit, mais normalement, il y a des règles de politesse et de préséance, si vous voulez, à respecter. Et dit le Resh Galuta à Rav Shechet, franchement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne les respectez pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Comme les Perses le font très bien. Et Amar Rav Shechet lui répond en effet, Ana matnita yadana letania, moi je sais ça d'une braïta qui dit Keitzad seder asava, voilà comment est-ce qu'il faut, en effet, dans quel ordre il faut faire la asava, il faut s'allonger pour manger. Bisman shem shte mitot gadol mesef berosh veshino lemata hemeno, le plus grand il se met en haut, veshinilo lemata hemeno, le deuxième se met à ses pieds en bas. Bisman shem shalosh mitot gadol mesef berosh, shinilo lemala hemeno, veshino lemata hemeno. Et en effet, quand il y en a trois, alors il y en a un qui se met au centre, l'autre qui se met plus haut, le troisième qui se met en bas. Tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire que si tu veux savoir qui était le plus grand, qui était le moins grand, mais tu n'as qu'à regarder. Celui du milieu, c'est le plus grand. De là, donc, notre Rav Zak s'en déduit que le plus grand de tous, c'était justement le plus jeune, Rabbi Elazar ben Azaria. En effet, si vous reprenez donc le texte du début, bien, le Maasé nous présente les rabbanim dans l'ordre suivant, donc Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Au milieu, vous avez Rabbi Elazar ben Azaria, et après seulement, vous avez Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Et alors, si c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui est au milieu, c'est donc que son titre, puisque ce n'est pas son âge ni ses connaissances qui peuvent lui donner cette place numéro un devant des gens aussi compétents et aussi âgés que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Donc c'est certainement parce qu'il a un titre qui est beaucoup plus important que les autres. Et en effet, à une petite période de son existence, Rabbi Elazar ben Azaria était le Nassi du Sanhédrin. Mais ça n'a pas duré très longtemps, c'est une histoire très très connue. C'est une histoire très très connue et sans doute, donc, sinon on ne comprendrait pas l'ordre qui nous est ici donné, proposé, sans doute que ce Seder de Pessah s'est fait justement à ce moment-là, au moment où Rabbi Elazar ben Azaria était le Nassi du Sanhédrin. Et alors, si vous regardez bien, juste à sa gauche, donc, vous voyez, il y avait juste après, il y avait Rabbi Akiva qui était le Mara de Hatra. À sa droite, il y avait Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, c'était en fait, pendant que lui, Rabbi Elazar ben Azaria, il était le Nassi, le président du Sanhédrin, et bien figurez-vous que Rabbi Yoshua, c'était le Sgan Nassi, c'était le second. Donc le second, il a la deuxième place. Donc vous imaginez comment est-ce que les choses étaient disposées. Vous avez au centre le Nassi, Rabbi Elazar ben Azaria. Vous avez à sa droite Rabbi Yoshua, qui était le Sgan du Nassi, donc celui qui avait le titre le plus élevé après lui. Et vous avez à sa gauche Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva qui est plus jeune que Rabbi Eliezer, parce que lui, c'est le Mara de Hatra, parce que lui, c'est le maître des lieux, parce que c'est lui qui invite, et donc il a la troisième place. Et après, aux deux extrémités, vous avez d'un côté Rabbi Eliezer, qui est donc le Zaken de tous, lui, il est là-bas, et de l'autre côté, à l'autre extrémité, Rabbi Tarfon, qui n'a pas de titre particulier. Ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Tarfon n'ont un titre particulier. Mais alors, toute cette déduction, finalement, nous amène à quoi? Nous amène à dater notre Maasé. Si c'est pendant l'époque où Rabbi Elazar ben Azaria était Nassi, on sait très bien à quelle époque c'était. Et alors, vous connaissez l'histoire, je suppose, c'est la fameuse histoire du putsch qui a eu lieu à Yavne, lorsque Rabban Gamliel a été évincé. Et il a perdu, pendant un certain temps, il a perdu son titre de Nassi, de président du Sanhédrin. Et ce qui expliquerait donc pourquoi Rabban Gamliel n'est pas présent. Il n'est pas présent parce que justement, ils sont brouillés. En fait, ça s'est passé de manière un petit peu violente, cette affaire-là, et Rabban Gamliel a été dessaisi de son titre, mais ce n'est pas lui qui a démissionné, hein, on l'a mis dehors. Lui, il aurait bien voulu continuer. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, je suppose que vous connaissez l'histoire, je rappelle ça très, 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 très rapidement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, nous sommes donc à l'époque où le temple a déjà été détruit, Jérusalem est détruite, et le grand Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous savez, celui qui était sorti de Jérusalem assiégé en se faisant passer pour mort, parce que sinon on ne l'aurait pas laissé sortir. D'ailleurs, les deux qui le prenaient, qui ont pris le brancard des deux côtés, et en le faisant passer pour mort, c'était justement ces deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qui à l'époque avaient donc à peu près, je ne sais pas moi, la vingtaine.
Nous sommes donc en l'an 70, l'année du Khurban, l'année de la destruction du temple, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme vous le savez, réussit, on ne va pas raconter cette histoire-là également parce que ça ferait trop long, mais il réussit donc à obtenir de la part des Romains, qui font le siège de Jérusalem depuis maintenant des années, eh bien, il réussit à obtenir de leur part la possibilité d'avoir une sorte d'autonomie spirituelle, en tout cas, à Yavne. Yavne, il y avait déjà une yeshiva là-bas, mais Rabbi Yochanan ben Zakkai fait quelque chose d'extraordinaire. Il transforme cette yeshiva en Sanhedrin, et en fait, le Sanhedrin peut continuer ses délibérations et prendre des décisions extrêmement importantes, puisque, j'allais dire, il faut repenser le judaïsme, il faut repenser le judaïsme ilchatique. Il est évident qu'on ne peut plus respecter la Torah de la même façon après la destruction du temple que pendant que le temple était là. Donc, il y a toutes sortes de réformes à faire. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un Sanhedrin qui se réunisse, pense Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et c'est la raison pour laquelle, à Yavne, il réussit à recréer ce Sanhedrin. Bon, et puis au moment où Rabban Gamliel peut réintégrer sa place là-bas à Yavne, bon, c'est vrai parce qu'avant, sa tête était un petit peu mise à prix, donc vous voyez, il ne pouvait pas. Mais dès qu'il a pu revenir, eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai, de manière très humble, lui a laissé la place, il s'est retiré à Brochaï, et Rabban Gamliel s'est installé donc à Yavne, et il est devenu, lui, le président du Sanhédrin. Donc les années passent, si vous voulez, et Rabban Gamliel marque de son empreinte l'ambiance qu'il y a là-bas. Or, l'ambiance qu'il veut absolument montrer, c'est l'autorité du Sanhédrin. Il a très très peur, Rabban Gamliel. Il a très très peur que, étant donné ce qui est en train de se passer, cette catastrophe de la destruction du temple, la destruction de Jérusalem, etc., il a très très peur que chacun, finalement, éparpillé là où il est, fera comme il veut, enseignera à ses élèves sa propre approche de la halakha, et puis il y aura 2 Torahs, 3 Torahs, 4 Torahs, 10 Torahs en Israël. Et là, ça l'angoisse tellement qu'il décide de montrer à tout le monde qu'il n'y a qu'une seule autorité, c'est la sienne, en fait, en tant que Nassi, en tant que président du Sanhédrin. Et tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'apprécie pas cette manière un petit peu autoritaire d'imposer l'autorité du Sanhédrin, et notamment, il a des problèmes qui reviennent régulièrement avec Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, grand monsieur, donc, qui n'est plus l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, mais qui devient lui-même maintenant, avec Rabbi Eliezer, le grand de la génération. Et bien, Rabban Gamliel se dispute avec Rabbi Yoshua à plusieurs reprises. En fait, 3 reprises, et chaque fois c'est un peu plus grave, une histoire de Pidion au départ, et puis après c'est une histoire incroyable de Rosh Chodesh. Je vous rappelle l'histoire, vous savez, à l'époque, le calendrier n'était pas comme aujourd'hui fixé à l'avance par des calculs. Il fallait voir la lune, et puis il fallait ensuite témoigner d'avoir vu la nouvelle lune, et c'est comme ça qu'on fixait le premier du mois. Mais si on ne la voyait pas parce qu'on ne pouvait pas la voir, parce qu'il y avait du brouillard ou parce qu'il y avait des nuages, etc., on fixait Rosh Chodesh le lendemain. Ça a évidemment des conséquences terribles, puisque les fêtes seront fixées en fonction de ce que le Sanhédrin décide. Quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, si c'est aujourd'hui ou si c'est demain. Or, voilà qu'à une année, les témoins ont témoigné, ce qu'ils ont témoigné, et que Rabban Gamliel, président du Sanhédrin, a accepté le témoignage. Oui, mais Rabbi Yoshua, non, il pensait que les témoins n'étaient pas suffisamment cachés, pour toutes sortes de raisons. Et alors, d'après son compte à lui, Yom Kippour devait tomber le lendemain du Yom Kippour que Rabban Gamliel avait instauré pour tout le monde. Et la chose arrive aux oreilles de Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel dit à Rabbi Yoshua, tu vas faire Kippour comme tout le monde. Hein. Tu as beau penser ce que tu as beau penser, mais il n'y a qu'une seule halakha. Et Rabbi Yoshua lui dit, ok, d'accord. Et Rabban Gamliel comprend que, ok, d'accord, ça veut dire je ferai Kippour 2 fois. Je ferai Kippour pour faire plaisir, disons, mercredi, puis le lendemain, jeudi, je ferai mon Kippour à moi. Et Rabban Gamliel lui dit, ah, pas du tout, ah, pas du tout. Le jour de ton Kippour, donc le lendemain du Kippour général, on fera une séance particulière au Sanhédrin, et je veux que tu viennes, avec des choses mouktsées dans la main, avec de l'argent et avec un bâton. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rabbi Yoshua est appelé publiquement à transgresser son propre Kippour. Gros suspense, évidemment. Plus le temps passe, plus on se demande viendra-t-il pas. Et puis finalement, ça se termine bien, puisque Rabbi Yoshua fait l'effort de venir et qu'il se réconcilie et tout va bien. Sauf que quelques mois plus tard, il y a de nouveau un problème, c'est la 3e fois, et cette fois-ci, ça va très mal se terminer.
Bon, l'histoire de la halakha là-bas, c'était pour savoir si la prière du soir, Tfilat Arvit, est-ce qu'on devait la rendre obligatoire, comme les deux autres, ou bien facultative. Et il y avait toutes sortes de pensées là-dessus. Voilà, chacun disait un petit peu autrement. Alors, regardez comment est-ce que les choses se passent. Et là, en effet, il faut regarder le numéro 3. C'est la fameuse histoire. Donc, Tanu Rabbanan, nos maîtres nous enseignent, Maaseh betalmid echad sheba lifnei Rabbi Yehoshua, amar tfilat arvit reshut ou chova. C'est un talmid qui demande à Rabbi Yehoshua, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi, la tfilat arvit? C'est reshut ou c'est chova? C'est facultatif ou c'est obligatoire? Amar le reshut. Rabbi Yehoshua, il pensait qu'on ne peut pas imposer tfilat arvit. Ba lifnei Rabban Gamliel, amar lo tfilat arvit reshut ou chova. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il fait ça, le talmid. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut, c'est en général, quand tu demandes à un rabbin, tu demandes à un rabbin, quoi. Ce n'est pas pour faire des problèmes entre les rabbins. Tu ne vas pas te poser la même question à 50 rabbins différents. Enfin, bon, on ne sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il a fait ça, l'élève. En tout cas, il va demander la même question à Rabban Gamliel. Savait-il déjà à l'avance la réponse de Rabban Gamliel, sans doute? Et Rabban Gamliel lui dit, mais tu la t'invites, mais c'est obligatoire. Amarlo chova. Amarlo, ah bon? Va alors Rabbi Yehoshua amarli reshut. Et pourtant, Rabbi Yehoshua m'a dit que c'était reshut. Gros scandale. Comment ça? Mais Rabbi Yehoshua, il sait très bien qu'on a décidé que c'était chova. Depuis quand il peut continuer à dire reshut à l'encontre de ce que nous avons décidé au Sanhédrin? Et donc, Rabban Gamliel décide de faire cette chose extraordinaire. Eh bien, lorsque le Sanhédrin se réunit, regardez, il lui dit à l'élève là-bas, il lui dit Hamten kansu balitrisin et betamidrash, attends un petit peu que tout le monde arrive. Alors, les chachamim arrivent, etc. Puis il s'assoit, et à ce moment-là, il lui dit pose ta question, et il pose la question, il demande reshut ou chova. Et à ce moment-là, Rabban Gamliel dit à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que c'est le contraire de ce qu'on a dit? Est-ce que quelqu'un pense que c'est reshut et pas chova? Et là, je ne joue pas sur les détails, c'est une histoire croustillante, mais voilà, vous la connaissez certainement, sinon vous pouvez la relire, elle se trouve dans Brachot, Kafret. Et donc finalement, Rabbi Yehoshua est forcé à dire qu'en effet, contrairement à ce que l'usage, eh bien, il continue à enseigner à ceux qui posent la question, donc à ses élèves, que la Tfilat Arvit, ce n'est pas obligatoire, c'est reshut, etc., contrairement à l'avis de Rabban Gamliel et du Sanhédrin. Et alors, ça met Rabban Gamliel dans un état de colère extrême, et il dit à ce moment-là à Rabbi Yehoshua, reste debout. Voilà, donc, chose quelques lignes, regardez. Rabbi Yehoshua omed al raglav, et donc il dit à Rabbi Yehoshua, tout le monde est assis, et Rabbi Yehoshua, lui, il est obligé de rester debout sous l'ordre de Rabban Gamliel, histoire de montrer à tout le monde que ce n'est pas des choses qu'on fait. Alors là, ça dépasse un petit peu les normes, ça dépasse un petit peu tout ce que les chachamim peuvent accepter. Ils comprennent, les chachamim. Comprenez bien, les chachamim qui sont présents là-bas, ils comprennent bien que derrière cette autorité de Rabban Gamliel, il n'y a pas une volonté, un orgueil personnel, mais il y a le bien-être de la Torah elle-même. Et il a très peur que dans cette situation de Khorban, si l'autorité n'est pas reconnue, si chacun continue à faire ce qu'il veut et à dire ce qu'il veut, ça sera le balagan total. Donc on comprend ce que Rabban Gamliel a dans la tête, mais on pense que il agit de manière beaucoup trop autoritaire et qu'il y a d'autres manières de faire entendre raison à Rabbi Yehoshua, comme la dernière fois avec l'histoire de Kippour, et ce n'est pas la peine de lui faire honte comme ça en public. Et donc, il pensait, les chachamim, qu'au bout d'un moment, Rabban Gamliel allait lui dire, bon, ça va, tu peux t'asseoir maintenant, on a compris. Non, il continue, reste debout. Alors, les rabbins, au bout d'un moment, ils commencent à faire, ils faisaient un brouhaha dans le Sanhédrin. Et puis, finalement, on demande au Métarguéman, vous savez, le Métarguéman, c'est celui qui, quand un type il parlait, un grand rave parlait, pour se faire entendre, il n'y avait pas de micro à l'époque. Et puis, il n'y avait pas commencé à crier pour que tout le monde entende. Alors, il parlait normalement, et puis il y avait ce qu'on appelle un métourgaman, c'est un bonhomme qui redisait à tout le monde ce que le maître venait de dire. Et Rabban Gamliel est en train de parler, et les chachamim disent au métourgaman, arrête de parler. Un petit peu comme si quelqu'un était venu débrancher le micro, vous voyez. Et Rabban Gamliel s'aperçoit donc qu'il parle dans le vide. Il parle et personne ne l'écoute. Et à ce moment-là, il s'en va très vexé. Et au moment où il s'en va très vexé, le grand dilemme arrive. Est-ce qu'on va le chercher? Est-ce qu'on va s'excuser? Ou bien est-ce qu'on en profite? Il est parti, tant pis. Il est parti. Eh bien, on mettra quelqu'un d'autre à la place. Et il décide de mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est un véritable putsch qui arrive à ce moment-là. Et Rabban Gamliel est destitué. Et on cherche qui mettre à la place. Rabbi Yehoshua, évidemment, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais Rabbi Yehoshua, ça se fait quand même pas, il ne faut pas exagérer. C'est lui qui était en contradiction avec Rabban Gamliel. Et il va vraiment prendre ça très mal, comme si c'était quelque chose de personnel. Donc,
Non, l'option de Rabbi Yoshua est éliminée. On demande à Rabbi Akiva, qui est le grand bonheur de la génération. Et Rabbi Akiva, on a un petit peu peur de Rabbi. Rabbi Akiva, il n'a pas de. Il n'a pas de pédigré. C'est quelqu'un qui vient d'une famille de convertis, etc. Bon, alors on a un petit peu peur que si jamais Rabbi Gamliel s'énerve, il n'aura pas suffisamment de mérite, Rabbi Akiva, pour pouvoir tenir le coup. Alors, les regards se portent vers ce jeune prodige qu'est Rabbi Elazar ben Azaria. Et Rabbi Elazar ben Azaria, on lui pose la question, est-ce qu'il serait prêt à prendre la place du grand Rabbi Gamliel? Et Rabbi Elazar ben Azaria dit, il faut que je demande à ma femme. Ben oui, la nouvelle génération, c'est une génération où on demande aux femmes, comme vous le savez. Et à l'époque, on ne demandait peut-être pas, mais alors Rabbi Elazar ben Azaria, oui, je vais demander à ma femme. Et sa femme lui dit, bon, ben, tu sais quoi, ok, mais elle n'était pas très chaude, sa femme, pour ça. Il lui dit, tu sais, mais tu es tellement jeune, tu n'as même pas de cheveux blancs, tu n'as pas une barbe blanche, tu n'as pas des cheveux blancs, enfin, ça ne se fait pas, quoi. On va te prendre pour un genou, tout le monde va se moquer de toi. Et là, il y a un miracle qui arrive, et voilà que tout d'un coup, il a sa barbe devient blanche, comme si c'était une personne très âgée. Certains disent qu'il n'y a pas de miracle là-dedans. À partir du moment où tu commences à prendre des responsabilités communautaires, tes cheveux deviennent blancs. Je pensais que c'était une blague, mais sachez que j'ai connu des gens, enfin mon grand-père par exemple, qui en effet, du jour au lendemain, me racontait ma grand-mère, du jour au lendemain, moi je l'ai connu toujours avec des cheveux blancs, mais du jour au lendemain, ses cheveux sont passés du noir au blanc, depuis qu'il avait appris la mort de son frère à la guerre. Et de là, j'ai compris que ce n'était pas une image, hein, peut-être que vraiment ça s'est fait comme ça du jour au lendemain. En tout cas, c'est la raison pour laquelle dans la Haggadah, un petit peu après, quand on parlera de Rabbi Elazar ben Azaria dans un autre domaine, on dira, lui dira, Hare ani keven shivim shana, je suis comme si j'avais 70 ans, j'ai une apparence de 70 ans. Bien. En tout cas, cette affaire se termine finalement bien, puisque on va s'excuser, Rabbi Gamliel s'excuse devant Rabbi Yoshua, les choses reprennent un petit peu le cours ce qu'il y avait avant. Au début, c'est une semaine, puis après, Rabbi Elazar ben Azaria reprend sa place normale. Mais pendant un laps de temps, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui est le maître du Sanhédrin. Et d'après l'ordre que nous avons ici de l'installation de nos 5 rabbinim, ça serait donc justement ce seder-là. Et ce seder, nous dit le Rav Zaks, c'est un seder qui était censé montrer que tous les rabbins, finalement, sont d'accord. Vous pensez bien que cette histoire a provoqué beaucoup de remous. Est-ce qu'ils ont bien fait d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vraiment ça se fait? Rabban Gamliel, quand même, c'est Rabban Gamliel. Voilà. Et alors, il fallait marquer le coup. Il fallait montrer à tout le monde qu'il y avait une sorte d'unanimité des rabbinim autour de la décision qui avait été prise et que Rabbi Elazar ben Azaria, si vous voulez, était bien consacré dans ce titre. Et peut-être que justement, ce seder de particulier, eh bien, il avait cela pour vocation, c'est-à-dire montrer une fois pour toutes, officialiser, si vous voulez, la nomination de Rabban Elazar ben Azaria. Et c'est justement pour ça que notre Rabbi Rabban Gamliel n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que ce n'était pas justement le moment de venir. Il était encore très en colère. Et puis voilà. Donc c'était, si vous voulez, un seder de pious, comme on dit. C'est un seder de réconciliation autour de la personnalité de Rabbi Elazar ben Azaria. Il fallait surtout que ce seder montre l'unité, la solidarité entre les rabbinim, etc., etc. Je rajouterais, il ne le dit pas, le Rav Zaks, mais je rajouterais qu'il est possible qu'à ce moment-là exactement, Rabban Gamliel soit allé passer un seder ailleurs. Parce qu'en effet, la plupart des passages de la Haggadah, c'est des passages qui ont des parallèles un petit peu partout. C'est-à-dire que c'est pas, les passages en question n'ont pas été uniquement écrits pour la Haggadah, mais en fait se retrouvent dans la Torah chez Baal Peh, dans la loi orale un petit peu partout. Mais ce passage-là, il n'existe que dans la Haggadah, ce Maasé. On ne le retrouve pas ailleurs. Par contre, il y a un petit truc qui ressemble un petit peu, mais c'est différent. Regardez le numéro 4, si vous arrivez à le lire, le numéro 4, et le numéro 4, il y a la chose suivante, c'est dans la Tosefta. Maaseh Berabban Gamliel, regardez comment ça commence, c'est la même chose, Maaseh. Mais cette fois-ci, c'est un Maaseh Berabban Gamliel, justement, l'absent, le grand absent. Uzekenim, il était là avec des amis à lui, des gens qui le soutiennent. Shayou Mesubim Beveit Baitus Benzunin Belod. Et là, il faisait le seder à Rabban Gamliel avec ses fidèles, il faisait un seder à Lod.
Mais Lod, ce n'est pas l'endroit de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel habite à Yavne. Donc il part de Yavne et puis il va à Lod. Pourquoi est-ce qu'il est parti à Lod? Regardez ce qui se passe là-bas. Vayo Asukim Beilchot à Pessah, regardez que ça ressemble. Il s'occupait de Halacha, de Pessah, Kol Alayla pendant toute la nuit, Ad Kerot à Gever, jusqu'à ce que le coq se mette à chanter. Et à ce moment-là, ils sont allés au Beth Midrash pour prier. Donc ça ressemble beaucoup, Mais il y a quand même des différences. Ici, il y a juste Rabban Gamliel, alors que là-bas, il y a tout le monde sauf Rabban Gamliel. Ici, ils se trouvent à Lod, alors que là-bas, ils sont à Bnei Brak. Et ici, ce n'est pas les élèves qui lui disent le temps est venu, mais ici, c'est le coq qui chante. Et il ne s'occupe pas de raconter la sortie d'Égypte, il s'occupe là-bas de halachot. Moi, je pense que c'est peut-être le même seder, c'est le même soir, c'est la même année. Et que Rabban Gamliel, il est sans doute allé à Lod. Pourquoi? Vous savez qui habitait à Lod? Rabbi Eliezer. Or, Rabbi Eliezer, figurez-vous que c'était le beau-frère de Rabban Gamliel. Ben oui. Et je suppose qu'il est allé voir Rabbi Eliezer, mais ça, évidemment, j'ai aucune preuve. Ça, je vous le dis comme ça, mais je ne peux pas le savoir. Mais je suppose qu'il est allé voir Rabbi Eliezer. Pourquoi? Eh bien, pour essayer d'avoir au moins le soutien de Rabbi Eliezer. On est en pleine crise, vous comprenez? Il s'agit de savoir qui est pour qui est contre qui. Et donc, Rabban Gamliel va ce soir du Seder à Lod pour voir Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, lui, il est parti à Bnei Brak. Lui qui ne quitte jamais la maison, il est parti à Bnei Brak parce que c'est tellement important de montrer l'unité des Chachamim autour de Rabbi Elazar ben Azaria qu'il est parti à Bnei Brak. Et donc, il se retrouve seul à Lod. Bon, il n'a plus le temps de retourner chez lui, à Yavne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir un bon juif, un de ses amis, et il passe le Seder là-bas. C'est ce qui se passe. Donc, moi, j'ai l'impression que les deux Zdarim se passent en même moment. Et normalement, ça aurait dû se terminer sympathiquement. Et là, le Rav Zak, ça a une explication incroyable. Il dit, ouais, mais les organisateurs, Rabbi Akiva, etc., qui voulaient donc montrer l'unité de ce Seder de Pessah, ils ont un grand problème. Parce que figurez-vous que tout risque d'exploser et que ce Seder risque de ne pas se terminer comme il devrait. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme marloquette, une énorme discussion entre les présents, en tout cas entre 4 sur 5. D'un côté, vous avez Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar ben Azaria, et de l'autre côté, vous avez Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Sur quoi est-ce qu'ils discutent et qu'est-ce qui risque de faire exploser le Seder? La question est de savoir à quelle heure il faut s'arrêter de faire le Seder, à quelle heure il faut arrêter de raconter la sortie d'Égypte. Mais figurez-vous que Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua pensent qu'il faut arrêter au moment où on arrête avec la ficomane. Il faut arrêter également le Maguid parce que Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer qui pensait, Rabbi Elazar ben Azaria, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est Rabbi Eliezer, il pense qu'il faut arrêter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que raconter la sortie d'Égypte, ça a un sens que lorsque vous avez la matzah et le maror, et à l'époque le Korban Pessah qui se trouve présent, mais s'il n'y a plus, on arrête. Et je crois que les Chabadnikim, jusqu'à aujourd'hui, ils arrêtent à Chatzot, ils arrêtent à minuit, pas seulement de manger, mais également le Maguid, etc. On arrête tout, voilà, le Seder est terminé. Il me semble, d'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression. Et Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua pensaient que non, pas du tout. On pouvait continuer à raconter parce qu'ils disaient on a le droit ou même le devoir de raconter jusqu'à l'aube, puisque c'est seulement à l'aube que Bechipazon, ils sont sortis avec brutalité, ils sont sortis de précipitation, ils sont sortis d'Égypte. Et il y a une discussion là-bas, peut-être qu'on va demander à Léna de nous mettre la petite discussion, et je vous rassure, c'est la dernière source qu'on va regarder ensemble. Regardez au numéro 7. Admatai, ata ochel bo'oler, jusqu'à quand on a le droit de continuer à manger? Ad moed setra mitzrayim. Amar Rabbi Ava, kol modim, on saute un petit peu. Et regardez après. Alman echleku, regardez deux lignes avant la fin. Alman echleku, c'est quoi la discussion entre les chachamim? Achat achipazon, pour savoir à quel moment c'est le chipazon, c'est la précipitation de laquelle on parle tellement dans la sortie d'Égypte, c'est celles qui font que la matzah n'a pas pu gonfler. Rabbi Elazar ben Azaria Savar, Maï Chipazon Mitzrayim, c'est-à-dire c'est au moment où les Égyptiens les ont forcés à sortir, c'est-à-dire à minuit. C'est jusque-là qu'il faut manger, après on ne peut plus. Et Rabbi Akiva Savar, Maï Chipazon d'Israël. C'est quoi le Chipazon? C'est le Chipazon d'Israël. Parce que c'est vrai que les Égyptiens les ont forcés, mais ils ne sont pas tous sortis. Ils sont sortis seulement le matin. C'est à minuit, les Égyptiens les ont bousculés, mais eux, ils ont pris leur temps malgré tout. Et ils sont sortis en précipitation, d'accord? Mais ils sont sortis quand même le petit matin et pas à minuit même.
Et donc, on peut manger le Korban Pessah, d'après Rabbi Akiva, jusqu'au petit matin. Et comme manger le Korban Pessah, c'est lié avec le récit de la sortie d'Égypte, pour Rabbi Akiva et pour Rabbi Yehoshua, on peut parler jusqu'au matin, ce n'est pas grave. Et alors, ils ont très très peur que s'ils commencent à parler de la halakha, évidemment, on va parler de jusqu'à quand on va faire le seder ce soir. Et alors, ils décident de faire un truc incroyable, Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua, de faire un truc pas très honnête. Enfin, c'est pour la bonne cause, pour pas que ça explose. Ils se rappellent que quelques années avant, il y a eu une histoire comme ça avec le grand Rabbi Yochanan ben Zakkai, duquel je vous ai parlé, celui qui a créé Yavne, si vous voulez, celui qui a créé le Sanhédrin Yavne. Alors, c'était juste après la destruction du temple, donc c'était quelques années avant. Et là, il se trouve qu'à Rosh Hashanah, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, il y avait, à l'époque, on sonnait du shofar, mais uniquement dans le temple. Mais ailleurs, on ne sonnait pas de shofar, comme aujourd'hui, on ne sonne pas de shofar à Rosh Hashanah quand ça tombe Shabbat. Or, l'année arrive où Rosh Hashanah tombe Shabbat. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il veut absolument que Yavne ait une autorité aussi grande que celle du Beth Amikdash, parce que sinon, on va perdre toute autorité. Et donc, il fait plein de réformes pour que ce qui était vrai au Beth Amikdash soit vrai également à Yavne. Et par exemple, il disait, on peut sonner du shofar à Yavne, même si c'est Shabbat. Il y avait évidemment des gens qui Yavne, c'est quand même pas Jérusalem. Il ne faut pas exagérer. Notamment les Bnei Betera, on les appelait, et c'est une famille comme ça de gens qui étaient un petit peu conservatrices. Alors, vous savez quoi? On va regarder quand même le texte, c'est marrant. Ça se trouve où? Je vais vous dire où ça se trouve. Ça se trouve le numéro 8, Rosh Hashanah, le dernier. Mishechara Bet Hamikdash, Iktiv Rabbi Yochanan ben Zakkai, etc. Tenu Rabbanan, Pam Achat, Chal Rosh Hashanah Liot Beshabbat. Amalem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisque ça tombait Shabbat, c'est la première fois après la destruction du temple que ça tombe Shabbat, Rosh Hashanah, et il vient expliquer aux Bnei Betera, écoutez, ok, on va sonner, Nitka. Et eux, ils disent, attends, Nadoun, on va réfléchir d'abord, on discute d'abord. Amalem, non, Nitka, Achar Kach Nadoun. Viens d'abord, on sonne pour cette année, et après on discutera. Bon, ils acceptent, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai quand même. La Chash Nitkeu, et une fois qu'il a sonné, alors ils disent à Marley, Amroulo, Nadoun, alors maintenant on discute pour savoir si on va garder cette halakha pour la suite également. Et il répond, tu sais quoi, Amar Lahem, Kfar Nishma Kerem Beyavne, on a déjà sonné. C'est trop tard maintenant. Une fois qu'on a sonné, on ne va pas revenir sur ce qu'on a décidé parce que sinon, ça ne se fait vraiment pas. En Mishivin, la Kharmasi, une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, ils se sont fait avoir les Bétéra, si vous voulez. Il a fait un petit truc un petit peu, pas très honnête, mais enfin, il les a mis devant le fait accompli. Il a sonné du chauffard à Yavne pendant Rosh Hashanah qui tombait Shabbat et c'est devenu une halakha qu'à Yavne, en tout cas, on peut le faire. Très bien. Eh bien, Rav Zaks dit, Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua, ils ont eu la même idée. Faites leur confiance qu'ils savent parler, qu'ils savent raconter de la Haggadah. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé de la halakha. Ils ont parlé de Haggadah, ils ont raconté plein de choses sur la sortie d'Égypte, mais ils ont tellement raconté que l'heure a tourné et que Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azariah, ils pensaient qu'il fallait arrêter de manger et donc de parler à Chatzot. Ils n'ont même pas vu l'heure passer. Et lorsque les élèves sont arrivés, on leur a dit hey, c'est le temps de faire Shacharit. C'était déjà fait, et la halakha avait déjà été fixée, et comme avec l'histoire du chauffard, on ne pouvait plus revenir en arrière. C'est ce que propose Rav Zaks, et à ce moment-là, ça expliquerait bien sûr toute l'histoire. L'histoire n'est pas juste un maasé comme ça, mais c'est un maasé qui a des répercussions au niveau de la halakha. Et bon, l'histoire ne raconte pas comment est-ce qu'ils ont réagi. Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azariah, je suppose qu'ils ont fait un petit sourire en disant bon, ça va, vous nous avez bien eu, mais c'était pour la bonne cause. Et donc, ça s'est bien passé. Donc, un CDR qui aurait pu exploser et qui finalement s'est bien terminé. Une grande leçon d'unité retrouvée au moment où on en avait vraiment besoin. Voilà, ça, c'est la première explication que je vais vous donner, celle du Rav Zaks. Comme il est très tard, je vais vous juste raconter la deuxième, que j'aime beaucoup également. Moi, je l'avais vu la première fois chez le Rav Maimon. Rav Maimon, c'est un des grands de la génération de la création de l'État d'Israël. C'était un bonhomme très important. Le village dans lequel j'habite, Kfar Maimon, c'est en son nom. Mais ce n'est pas le premier qui a dit ça. Il semblerait qu'il y a un type, vous connaissez Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est un historien anglais, en fait, mais qui a fait son alia dans les années 60 et qui était prof à la fac, etc., enfin un historien. Et les deux proposent une lecture tout à fait particulière de ce maasé en disant ils sont tous venus chez Rabbi Akiva parce que c'était l'année où il fallait décider, oui ou non, est-ce qu'on va soutenir Bar Kokhba? Est-ce qu'on va soutenir celui qui décide, qui depuis des semaines déjà disait il est temps de mettre les Romains dehors, il est temps de mettre les Romains dehors.
Et pourquoi ils sont allés chez Rabbi Akiva? Parce que tout le monde savait que Rabbi Akiva, c'est celui qui disait Bar Kochva, il faut le soutenir, c'est quelqu'un de formidable. Peut-être même qu'il a quelque chose de messianique, il faut le soutenir. Et puis finalement, il y a des gens qui étaient d'accord, des gens qui n'étaient pas d'accord. Alors ils ont dit bon, eh ben, on va tous se retrouver chez Rabbi Akiva. Évidemment, on ne peut pas faire ça de manière claire parce qu'il y a des Romains partout et qui risquent ça risque d'arriver aux oreilles de gens qu'il ne faut pas que ça arrive. Alors, on va faire ça sous le couvert du Seder de Pessah. Seder de Pessah, on a le droit de le passer ensemble. On va donc le passer ensemble. Et puis là, on va discuter pas seulement de la Géoula qui est passée, la Géoula d'Égypte, mais également de la Géoula future. Est-ce que le moment est venu ou pas de prendre les armes et de se révolter? Et alors, ils discutent toute la nuit, jusqu'au moment où les élèves sont arrivés et on dit à Rabbi Akiva et aux autres, arrêtez de discuter, c'est l'heure du Kriyat Shema du matin. Le symbole, c'est l'heure du Kriyat Shema du matin, c'est-à-dire l'heure est venue de la Géoula et de mettre les Romains dehors. Et vous savez que les élèves de Rabbi Akiva, en effet, ont été parmi les plus grands soldats qui ont participé à la guerre de Bar Kokhba. Ça s'est mal terminé, comme vous le savez, mais malgré tout, ça serait à ce moment-là que la décision avait été prise d'aider les révoltés. Vous allez me dire, alors pourquoi ce n'est pas écrit de manière explicite dans le texte? Mais parce que après ce qui est arrivé avec Bar Kokhba, etc., je suppose qu'on ne voulait pas trop faire de publicité non plus à cette révolte qui a mal tourné, qui s'est achevée dans un véritable bain de sang, mais que malgré tout, on voulait raconter cette histoire pour montrer que Rabbi Akiva a raison et qu'il n'a peut-être pas raison sur le fait que Bar Kokhba était la personne sur laquelle il fallait miser, mais il a raison sur le fait que la soirée de Pessah, ce n'est pas seulement une soirée où on doit parler de ce qui s'est passé en Égypte, mais c'est également une soirée où, à chaque génération, on doit faire le point, où est-ce qu'on en est de la Géoula, à quel stade on est arrivé. Est-ce que l'année que nous sommes en train de vivre, c'est une année qui ressemble à celle qu'on a vécue l'année dernière, ou bien on a fait un pas de plus, et ce pas de plus, où est-ce qu'on le voit, etc. Et c'est bien dans l'esprit de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est la bracha de la Géoula qu'on fait au milieu du Seder. Il y avait une discussion là-bas pour savoir, entre Rabbi Tafon et Rabbi Akiva, pour savoir comment est-ce qu'il fallait terminer cette bracha. Il y en a un qui disait, Rabbi Tafon disait, il faut dire qu'il faut remercier Dieu de nous avoir sortis d'Égypte, à Chagaleno, etc. Et Rabbi Akiva, il rajoutait, de la même façon qu'il nous a sortis d'Égypte, eh bien ainsi, il devra nous sortir également de notre exil actuel, etc. Donc Rabbi Akiva, il fait ce lien entre l'exil de l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, la Géoula de l'époque, la Géoula d'aujourd'hui. Et c'est une grande leçon. Vous savez que dans la halakha, finalement, on a mis les deux. Dans la bracha de la Géoula, on fait comme Rabbi Akiva également, et on rajoute cette idée de penser également à la Géoula future. Et d'ailleurs, les chants que l'on chante après le Seder, comme ça à la fin, c'est des chants qui également, soit par allusion, soit de manière très claire, parlent aussi de cette Géoula future, et puis les Shana Bab Yerushalayim, et puis on prend le 4e vers, le 5e vers pour certains. Et donc, en effet, la Géoula future est présente au moment du Seder de Pessah, et peut-être donc que ce Maasé, c'était le Maasé des rabbins qui discutaient justement de cela, de la révolte de Bar Kokhba, est-ce que c'était le moment ou pas. Voilà donc les deux explications que je voulais vous offrir ce soir à propos de ce Maasé, juste que vous sachiez que certainement que ce n'était pas un Seder habituel, qu'il a dû se passer quelque chose de très spécial pour que tous ces rabbins se réunissent chez Rabbi Akiva et discutent ce soir-là. Et c'est la raison pour laquelle on a l'obligation d'essayer de trouver quelle était la particularité de ce Seder. Il y a sans doute d'autres explications également, mais voilà les explications que je vais vous donner ce soir. Et puis, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de vous connecter, de m'avoir écouté. Et puis, je sais bien que quelques jours de la fête, ce n'est pas toujours évident. Et on a souvent autre chose à faire, surtout les dames parmi vous, parce que je vois qu'il y a pas mal de dames également. À moins que précisément, ça soit une bonne occasion de sortir un petit peu du ménage pour étudier un petit peu quelque chose. Et vous savez que finalement, on se prépare techniquement énormément. Alors, on nettoie, mais l'essentiel, la vraie mitzvah d'Eoraïta, c'est pas tellement de nettoyer les rideaux et nettoyer entre les pages des bouquins dont on ne se sert jamais pendant l'année, mais c'est plus important de préparer quelque chose à dire pendant le Seder, parce que l'essentiel du Seder, c'est quand même de raconter l'histoire de nos enfants, et si possible, de rajouter quelque chose d'un petit peu particulier chaque année pour que le Seder de cette année ne soit pas exactement le même que le Seder de l'année dernière. Voilà, je vous remercie. On peut remettre les micros si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire, et des questions à poser sur ce qu'on vient de dire maintenant, sur autre chose, sur Chemdat Adarom. Mais alors, c'est le moment, allez-y, ne vous gênez pas, je suis à votre disposition. King. Oui.
Ouais, excusez-moi, j'ai une petite question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'explication de Rav Zaks. Il essaye d'expliquer la place des Tanaïm dans le Maasé de la Haggadah par rapport juste à ce Maasé qui explique qu'en fonction de là où on est couché, où on est assis, on est plus ou moins Khashuv. C'est Oui, ça sa preuve? c'est-à-dire qu'il essaie de trouver un indice pour comprendre pourquoi est-ce que ça a été écrit dans cet ordre-là. Or, la seule possibilité de comprendre que Rabbi Elazar ben Azaria, il se trouve avant Rabbi Akiva et avant Rabbi Tarfon, c'est de dire que c'était justement au moment où il était le Nassi. Parce que sinon, s'il n'est pas encore Nassi ou s'il n'est plus Nassi, Rabbi Elazar ben Azaria, il aurait dû être à la fin, c'est le plus jeune, c'est l'élève de tout le monde, il aurait dû être à Oui, la mais fin et pas au milieu. Donc s'il est au milieu, sauf, c'est que c'est le Nassi. Voilà, oui, d'accord, mais sauf que là-bas, c'est une position physique et là, c'est une position dans un texte, donc ça n'a rien à voir. Non, 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 ça oui à voir. C'est-à-dire, on ne te raconte pas n'importe comment, même quand c'est une position dans un texte. Il y a une préséance. Quand il y a plusieurs rabbins qui sont ensemble, eh ben, on donne l'importance à l'important. Alors, soit c'est du plus important au moins important, mais comme ici, il ne s'agit pas uniquement de 5 personnes qui se retrouvent, qui marchent ensemble, mais il s'agit de 5 personnes qui sont attablées à la sorte du CDR. Alors là, les critères de préséance sont différents et le Rav Zaks les a trouvés en effet dans une Gemara qui est explicite là-dessus et qui peut nous faire comprendre qu'à cette époque, à ce moment-là en tout cas, Rabbi Elazar ben Azaria était en effet le Nassi du Sanhédrin et à ce moment-là, on peut comprendre plein de choses. On n'est pas obligé évidemment d'adhérer à ce que le Rav Zaks dit, mais ça se tient dans le texte en tout cas. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir, avec plaisir. D'autres questions, d'autres remarques? Rav King, Oui, bonsoir. bonsoir. Il y avait juste une question aussi. À un moment, tu as dit que c'est possible que Rabban Gabriel, il faisait la tête. Il était parti, il avait fait un autre michté. Mais la Gemara, elle nous dit que Rabban Gabriel, il a passé la première journée d'études avec eux quand même. Donc on voit qu'il a pas fait forcément beaucoup la tête du fait qu'il a Enfin, on été. voit en tout cas que ça a pris du temps la réconciliation. Vous savez, c'était pas tout de suite du jour au lendemain, puisqu'il fallait aller chez lui, il fallait essayer de le. Et puis finalement, il est revenu au bout d'un moment, et puis voilà, ça a pris du temps. C'était pas le Ah, dans grand la amour tout de Gemara, ça suite. a l'air d'être le premier jour. Ils étaient ensemble le premier jour, mais pendant quelque temps, il n'était pas, lui, il n'était pas, il a perdu sa place. Il a récupéré sa place que bien plus tard. Il y a quand même une période où il était pas, il était comme un simple talmide. Il n'avait plus sa place. Et donc, je suppose qu'à ce moment-là, les relations étaient un petit peu fraîches, quoi. Ah, c'est des gens, des gdoléadors, donc c'est jamais quelque chose de très violent. Mais malgré tout, et d'ailleurs, ils avaient peur de la réaction d'Abba Gamiel. Vous savez, c'est pour ça que ils n'osaient pas mettre Rabbi Akiva. Ils avaient peur que Rabbi Akiva n'avait pas assez de srout à vote pour ça. Donc, c'était pas si simple que ça. Et c'est difficile, difficile. Et donc, je suppose qu'il y a eu un moment où il a essayé de changer la xéra, de récupérer son poste en arguant qu'il n'a pas fait ça pour son honneur personnel, mais il a fait ça pour le bien de la Torah, et qu'à ce moment-là, il fallait prendre position, oui ou non. Et Rabbi Eliezer, évidemment, c'est sans doute la première personne à laquelle il a pensé, à cause des liens familiaux. Donc, ce n'est pas complètement impossible, tout ça. Ok, Oui, autre chose. Oui. Alors, on peut parler d'autre chose aussi. Ah, on peut arrêter aussi. On peut aussi arrêter et nous souhaiter les uns les autres un grand Pessah Kachav sa mère. Mais moi, je ne suis pas pressé. C'est-à-dire que si vous voulez rester encore quelques temps et parler d'autre chose, les élections, pas les élections. Non, les élections, laissez le temps de digérer un petit peu ce qui s'est passé. Mais oui, oui, j'écoute. C'est pas tout, je peux pas mettre la caméra, je suis sans qui souille. Oh là, c'est terrible. Oui, pas J'ai une tout. question. Oui. Si vous dites que vous avez le temps, alors je me permets de demander, Ouais. pour les LFDR, genre peut-être une petite idée ou quelque chose qui peut expliquer aux enfants, hein, c'est quoi cette Agada? Parce que quand on lit, on s'assoit et on lit la Agada, genre, moi je sens que pour nos enfants, ça fait ni queue ni tête. Ah, ah. Quel âge ils ont tes enfants aujourd'hui, Patou? J'en ai une de 15, mais plus des jumelles de 10 ans, une petite de 5 ans. 15 ans, tu as une fille de 15 ans, Patou? Mais c'est pas possible. Mais quel Marzan t'étais chez nous, toi? Je sais pas. Oh là là, ne me dis pas ça. Bon, enfin bref. Et donc, tu dis que tu as difficulté à trouver un truc qui peut les intéresser?
quelque chose qui peut donner genre une compréhension de ce qu'on va lire. C'est-à-dire, c'est quoi c'est comme tout un texte qui donne pas vraiment un sentiment qu'on est en train de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim, mais plus comme toutes sortes de trucs, à part la Esther Tamakos, je sens pas qu'on raconte vraiment l'histoire. Si, c'est quand même lié. Enfin, si, c'est quand même lié. C'est lié à ce, enfin, je vais te dire, je pense que l'idée qu'il y avait derrière les Chachamim, c'est justement de ne pas raconter une histoire de manière trop organisée, mais de le faire de manière la plus vécue possible. C'est-à-dire le grand cauchemar de nos sages, c'est que les enfants s'endorment au moment où on commence à parler, et à ce moment-là, rater la mitzvah, qui est la vraie mitzvah de la Torah, de raconter à ses enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on met en effet l'accent plus sur du côté, j'allais dire, presque théâtral, que le côté récit habituel. C'est pas tu prends le bouquin et tu racontes. Il faut réfléchir, on a encore quelques heures devant nous, il faut réfléchir sur la manière la plus, alors je ne connais pas tes enfants, c'est une question d'âge, c'est une question de personnalité également, mais la manière la moins scolaire possible pour que réellement une participation. On peut par exemple leur donner quelques messimotes à faire avant le Seder et que chacun va ensuite raconter ce qu'il a réussi à trouver, à glaner à droite à gauche. Parce que quand même, aujourd'hui, avec l'Internet, on a quand même une approche beaucoup plus facile à ce genre de choses. Donc, si par exemple, tu leur poses une question, une sorte de défi, tu vois, d'énigme, et tu leur dis, allez, par exemple, un exemple, tu peux très bien leur dire, tout le monde sait, et ça fait un petit peu marrer, tout le monde sait que le rachat, son père, enfin, à propos du rachat, c'est écrit là-bas, il faut lui agace-lui les dents. Agace-lui les dents. Prends ta fille de 15 ans ou celle qui est moins âgée et demande-lui d'essayer de comprendre d'où vient l'expression Aket Shinav et pourquoi justement cette expression n'est pas une autre. Elle trouvera plein de choses marrantes sur le net qu'elle peut ensuite glaner et raconter. Mais moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que à partir du moment où ça devient quelque chose de répétitif et que, voilà, évidemment, je comprends bien ce que tu dis, on a moins l'impression d'être connecté. Mais par contre, on parle en effet de la sortie d'Égypte, même si ce n'est pas toujours de manière directe, on parle de la sortie d'Égypte. Le plateau du Seder, c'est un plateau qui rappelle évidemment les différents points de la sortie. Pesach, Matzah, Maror, les 10 plaies, même les discussions un petit peu difficiles sur le Passouk, etc., de Arami Obed Avi, etc. Mais c'est quand même lié à la Géoula. Mais c'est vrai qu'on ne raconte pas l'histoire qu'on raconte au Talmud Torah, parce que justement, elle est censée être connue. C'est lié. Je veux juste dire que pour les enfants, des fois, ça fait comme on les perd. Ça fait Alors, comme on lit un texte, et c'est tout. Alors, on peut en effet faire des pauses et raconter autre chose. Tu n'es pas obligé de rester lié réellement. Justement, c'est Chola Marbel et Saper Arez et Meshoubar. Ça veut dire que tu as licence pour raconter comme tu as envie en fonction de ce que tes enfants ont envie d'écouter. C'est à toi d'être original dans cette histoire. C'est pour ça que je dis, le problème, c'est qu'on est tous en train enfin, surtout le côté féminin des choses, mais enfin, on est tous en train de nettoyer, etc. Et on oublie finalement l'essentiel. Mais l'essentiel, il faudrait consacrer en effet quelques heures, chacun d'entre nous devrait consacrer quelques heures à réfléchir comment faire pour que ça ne soit pas justement ce que tu es en train de raconter. Mais ce n'est pas si compliqué, il y a tellement de choses qui circulent un peu partout, ce n'est pas compliqué à trouver. Merci. Autre chose? Élie, Oui. Élie, Ouais. à propos de ta deuxième explication. Qui c'est? Je ne te vois pas. Ah, c'est Aaron. Ouais. À propos de ta deuxième explication. Ouais. Ça pourrait expliquer pourquoi les Talmudim viennent dire aux Rabbanim que le matin est arrivé. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ils se cachaient dans une minara. D'accord. Ils se cachaient dans une minara pour pas que les Romains les voient et puis ils sont venus après. Ah, d'accord. Sinon, tu regardes la fenêtre et tu vois par avant, en dehors de la fenêtre, que le jour est arrivé. Nachon, il y a du vrai dans ce que tu dis. Ouais. Nachon, c'est vrai, c'est possible. Enfin, l'essentiel, si tu dis que c'est lié à Bar Kokhba, l'essentiel, c'est le symbole. Et il y a Zman Kriyat Shema sur Shacharit, ça veut dire que Shacharit, c'est la Géoula, c'est l'aube, c'est Kar Géoulata chez l'Israël, c'est le fameux le passage de la nuit au jour, etc. Donc il y a tout ce symbole de la journée, de la lumière. Et voilà, donc c'est ça l'essentiel, mais tu as raison, d'où est-ce qu'ils viennent les élèves? Peut-être qu'en effet, ils étaient planqués quelque part ailleurs. Ils faisaient la garde à l'entrée de la grotte. Ils faisaient la garde à l'entrée.
Au niveau de mettre un peu d'ambiance dans le CEDER, on peut préparer des questions. Comment tu fais, toi, Aaron? Hein? On peut préparer des questions à l'avance Ouais. et faire passer les questions chez les gens qui sont autour de la table et chacun sort une question et pose la question. Ah, on pioche des questions? On pioche les questions. Ah, sympa. C'est comme ça que tu fais? Vous faites comme ça chez vous? Ouais. Ah, sympa. Et ça marche bien? Et c'est toi qui inventes, Oui. c'est toi qui inventes les questions à chaque fois? Alors, on peut aussi que chacun écrive des questions et les mette et les mélange dans le panier et chacun pioche des questions. Il y a Bien fait. écrire les réponses aussi dans le papier Ouais. pour que la personne qui pose la question connaisse la réponse aussi. Et donc, après, tu distribues des petits papiers de 5 shekels, de celui qui répond bien, d'un shekel, 10 shekels, si c'est un bon du Monopoly. Ouais. Ok, bah écoutez, c'est une bonne idée. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour qu'est-ce que vous faites vous pour que votre CEDER sorte un petit peu de la routine pour que ça soit un petit peu plus vivant? Qu'est-ce que chacun parmi vous fait? Moi, je déguise mes enfants. C'est vrai? Mais Pourquoi? mes enfants, ils mettent des sacs à dos, je leur ai mis des balais, des bâtiments balais. Ah, des baluchons comme ça, Kachayatsu Avotenu Et Israël. ils descendent de l'étage d'au-dessous et ils se promènent et ils distribuent tout ce qu'ils ont appris. Sympa, il a fait. Très joli. Très joli. Ouais. Mais c'est vrai, il y a un minac comme ça, je ne sais plus dans quelle communauté, mais vous savez, le minac de mettre des baluchons et de se balader autour de la table en disant ainsi, nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Alors les faire descendre et monter, c'est très sympa, très sympa. Vous avez d'autres. Nous, on a un grand bâton, je suis en train de lire ce que, je ne sais pas qui a écrit ça, Chani, un grand bâton en bois et mon mari prend le rôle. C'est écrit après, le rôle de Moshe. De Moshe Rabbeinu. Ah. Il a fait. Une question, si c'est possible encore. Ouais. On parle beaucoup de Bar Korba. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, cette soirée-là? Est-ce qu'il était occupé à batailler? Il faisait autre chose? Cette soirée-là, je ne peux pas vous dire. D'après cette deuxième explication, la révolte n'a pas encore commencé. Elle se prépare. C'est-à-dire que Bar Korba, je suppose qu'il est en train de préparer ses troupes. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des grands succès. Hein, vous savez, ce n'est pas évident du tout, mais le début, c'était des succès après succès, Bar Korba. Il a réussi à tenir le coup à peu près 2 ans et demi, 3 ans, avec une indépendance juive retrouvée. Donc, c'était quelque chose qu'il avait beaucoup préparé à l'avance. Et ce n'est pas pour rien que Rabbi Akiva reconnaissait en lui des qualités. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous le savez peut-être, c'est que malgré la défaite de Bar Korba, c'est assez surprenant. Malgré la défaite de Bar Korba, vous savez que Rabbi Akiva le prenait carrément pour le Mashiach, ou en tout cas potentiel messianique. Et le Rambam, Rabbi Moshe Maimon, qui est bien placé évidemment pour savoir quelles sont les conséquences terribles de ce qui s'est passé, eh bien, il continue dans ses halachot, quand il veut donner les différents critères pour le Mashiach, eh bien, il prend les critères de Bar Korba. Alors que, de toute évidence, Rabbi Akiva s'est trompé. Mais il prend ça quand même comme principe du Mashiach, ce qui est très intéressant. Ça veut dire que, OK, il s'est trompé, mais ça veut pas dire qu'il s'est trompé sur le fond. Sur le fond, la Meshichiyot, elle peut ressembler à ça. C'est très intéressant, parce que Bar Korba, comme vous le savez, ce n'était pas un pilier de Beth Midrash. Hein. C'était un grand stratège, un grand guerrier. Il avait beaucoup d'amour pour la terre d'Israël, pour le peuple juif. Mais enfin, ce n'était pas non plus... ce qui veut dire que le Mashiach n'est peut-être pas obligatoirement ce qu'on s'imagine. En tout cas, le premier Mashiach, parce qu'en plus, on en attend 2, comme vous le savez. Oui, parce qu'il avait un potentiel, cette messianique. Il avait un potentiel, c'est ça. Et que quelquefois, même si le potentiel ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé sur le fond, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est advenu ou qu'il a fait qui l'a fait chuter finalement? Alors, vous avez les 2 explications possibles. L'explication rationnelle qui fait que les Romains étaient à l'époque hyper puissants et donc ils ont mis le temps qu'ils ont mis, puis ils ont récupéré le pays. Comme le raconte très bien Flavius, les choses se sont... ils ont perdu au fur et à mesure. Depuis le nord, là, ils sont revenus jusqu'à Béta, qui est donc la dernière... la place forte qui a été ensuite massacrée, etc.
Maintenant, d'après Chazal, c'est pas contradictoire d'ailleurs, d'après Chazal, à un moment, il a manqué de respect à des gens importants, à des chachamim, et puis bon, il a eu des réflexions un petit peu genre, enfin, je vais dire ça avec mes mots à moi, et c'est comme s'il avait dit à Dieu, occupe-toi de, je ne te demande pas ton aide, juste n'aide pas les ennemis, puis après, nous, on va se débrouiller tout seul. Et il y a eu quelque chose, peut-être dû aux premières victoires, qui a fait que ça lui est monté un petit peu à la tête, et que c'est ça sans doute qui a provoqué sa chute finalement. Et il y a toutes sortes d'histoires où on raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il a fait une erreur. Vous savez, l'habitude qu'on a, nous, c'est évidemment d'aller en deçà des explications rationnelles, stratégiques, etc., et de voir quelle est la cause profonde de tout ce qui nous arrive. Et voilà. Bon. On mérite le manip qu'on a. Ouais. Qu'est-ce que je vois là? Nous, on a un grand tanker avec un jeu de société avec des personnages. C'est gentil comme tout. Donc, vous avez plein d'idées, là, je vois. Très bien. J'aurais deux questions. Oui. Ça vient de Montréal, bonjour. Bonjour Montréal. Est-ce que ton cours, j'ai dû m'absenter, contrainte familiale, est-ce que ton cours va être en ligne bientôt ou bien… Oui, on l'a enregistré. Alors, je sais pas, on va essayer de le mettre en ligne quelque part. La deuxième, c'est, j'ai entendu une histoire que j'aime beaucoup. Je voudrais savoir si tu as un accord pour ça. On raconte que les élèves du Chazon Ish racontaient que pendant qu'ils mangeaient le kolech, ils disaient « Moi, je n'ai pas le même mérite que mes ancêtres, parce que pendant qu'ils mangeaient le kolech, ils avaient le goût de l'agneau pascal dans la bouche. » Et les élèves disent que pendant qu'ils disaient ça, il y a de la graisse qui coulait dans sa barbe. Je trouve ça d'abord très joli. Bah oui, mais j'ai jamais entendu. Je connaissais pas ce récit. Mais en effet, je comprends très bien d'où ça vient. Il y a une grande frustration finalement avec la soirée du Pessah, c'est que le Pessah, qui est l'essentiel finalement de ce qui est censé se passer ce soir-là, n'est pas là. Et comme les Juifs ont une imagination débordante, alors on le remplace par toutes sortes de choses, par la matzah, mais enfin la matzah, tu as beau la regarder de tous les côtés, ça ne ressemble pas à une côte d'agneau. Non, donc, mais la graisse qui coulait, c'est… Mais je ne connaissais pas l'histoire. La vraie graisse. La vraie graisse qui coulait. C'est très sympathique. Et où est-ce que tu as entendu ça? Tu ne sais pas. J'ai entendu. Je n'ai pas de référence. Je ne connais pas. J'en cherchais. Je n'ai pas la référence non plus. Ok, très bien. Écoutez, j'en profite parce que vous savez… Oui, j'écoute. Ouais. Moi, je raconte à mes enfants et mes petits-enfants que je suis sorti de France. Ah oui, oui, absolument. Bah oui, ça c'est sûr. Ça, on le fait tous. Alors, j'ai même des objets de vaisselle, etc., qui appartiennent à mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents que j'ai hérités. Et alors, ils voient des très vieilles fourchettes, des très vieilles cuillères. Je dis, ah oui, ça c'était mon arrière-grand-père qui avait ça en Alsace, je sais pas quoi. Enfin, alors, ils voient que c'est des trucs. Eh ben, écoute, quand la j'ai aussi un verre en plastique que mes parents ont acheté quand ils ont fait Quand ils ont fait quoi? J'ai aussi un verre en plastique que mes parents ont acheté quand ils ont fait leur Aliyah. Ouais. Quand ils ont fait leur Aliyah, ils ont fait leur premier Seder en Israël. Alors, je leur montre ça. Et alors, ils comprennent que la sortie d'Égypte, ça, c'est quelque chose qui s'est répété à notre époque. Et Rabbi Akiva serait très heureux de voir que tu fais le lien entre la Géoula passée et la Géoula d'aujourd'hui. Et en effet, c'est évidemment nous qui avons, je ne sais pas si c'est la chance, mais enfin en tout cas, le mérite d'avoir fait le pas. On n'est pas né ici, on est venu de loin, on est arrivé ici, etc. Je pense que c'est très important en effet pour les enfants et pour les petits-enfants, pour ceux d'entre nous qui sont déjà de l'autre côté, qui sont déjà grands-parents, c'est très important de leur montrer aux ces petits Israéliens qui ne connaissent pas d'autres réalités que celle d'être nés sur la terre d'Israël dans un pays libre et indépendant.
c'est important de leur montrer que c'est quelque chose de pas évident et qu'on vit en fait des miracles tous les jours. Très important. Et il n'y a pas de moment meilleur que celui-ci pour le faire, en effet. Et ça fait tout à fait partie de ce que nos sages voulaient, qu'on puisse également toucher un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, absolument. Très bien. Kola Kavod. Top. Je vais juste dire avant de vous laisser vaquer à vos occupations ménagères, les uns et les autres, je vais juste vous dire que cette année, à cause du corona, je n'ai pas eu l'occasion, comme je le fais chaque année, de partir en France pour essayer de parler aux jeunes filles de Chemdat Adarom. Donc, je ne suis pas entré dans les écoles, je n'ai pas parlé aux terminales. Les terminales ne sont pas venues non plus nous voir comme elles le font d'habitude à l'occasion du bac bleu-blanc à Hanouka. Et donc, voilà, j'ai évidemment pas d'autre possibilité de faire connaître l'établissement que de passer par vous, qui vous êtes soit des anciennes, j'en vois quelques-unes, soit des amis en tout cas. Soyez nos ambassadeurs. Si vous connaissez des jeunes filles qui sont encore en France ou au Canada, enfin dans les pays francophones, et qui voudraient tenter cette aventure, ne serait-ce qu'une année. Après, elles décident si elles veulent rester ou si elles veulent rentrer, mais en tout cas pour une année très particulière. Ça fait, vous savez, ça fait maintenant 26 ans que ça existe, Chemdat Adarom. On va ouvrir Bezrat Hashem, la 27e promotion l'année prochaine. Et donc, l'expérience et même la confrontation avec cette année très bizarre de Corona, on s'en est finalement très bien sorti. Et donc, ça vaut la peine de leur en parler et de me contacter d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux ou autrement. Et je n'ai pas d'autre possibilité que vous pour être nos ambassadeurs envers elles et leur dire que ça existe. Il y a des filles aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a cette possibilité-là. Et donc, voilà, je compte sur vous pour répandre la bonne parole. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et vous étiez assez nombreux quand même ce soir. Voilà. Alors, Pessar Kachav et sa mère à tout le monde. On espère qu'on aura un gouvernement stable d'ici le soir du CDR. Ça n'a pas l'air évident, mais enfin, on l'espère quand même. Et puis, on se retrouvera à une autre occasion. Voilà. Toda Rabba, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. Au revoir. Chag Sameach à tous.